BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos experts crypto du club BFM Crypto. Ils viennent de nous rejoindre. Lilian Aliaga, rédacteur pour Cryptost. Il nous accompagne cette semaine. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Carl Toussaint Duvast aussi nous rejoint. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. Fondateur de formatcrypto.fr. Et Laurent Pignot, tiens, pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Ravi de Guillaume. vous retrouver, Laurent. Bitcoin qui se montre fébrile depuis une dizaine de jours après avoir échoué sur la frontière des 25 000 $. Quels sont les prochains seuils techniques à surveiller sur le Bitcoin d'après vous ? Et oui, effectivement, Guillaume, comme vous le disiez, le Bitcoin a échoué en février, a dépassé ce seuil que tout le monde a en tête, autour des 25 000 $, et se retrouve aujourd'hui un peu plus bas, autour des 23 750 $. Mais tout de même, si on prend un petit peu de recul, le Bitcoin a clôturé le mois de février au seuil d'équilibre en affichant une minuscule hausse de 0,08% sur le mois, après avoir inscrit, rappelons-le, une performance mensuelle stratosphérique de 40% en janvier. Donc il est facilement imaginable finalement qu'une certaine catégorie d'investisseurs ait pris des profits en février à court terme, ce qui a naturellement pesé sur la poursuite du rebond. Et ajouter à cela un contexte macroéconomique moins verdoyant qu'espéré par les acteurs du marché, avec notamment une inflation qui semble encore loin d'être combattue, et donc d'un pivot de la politique monétaire des banquiers centraux qui s'éloigne un peu plus à l'horizon, toutes les conditions ne sont pas encore réunies finalement pour soutenir les actifs risqués, dont le Bitcoin fait partie. Mais malgré tout, là où les indices boursiers américains phares, comme le Nasdaq, le Dow Jones ou le S&P 500, ont inscrit une bougie rouge sur le mois de février, le Bitcoin, lui, peut s'enorgueillir d'être dans le vert depuis le début de l'année, sur une échelle de temps mensuelle en janvier et en février. Alors pour les prochains jours et pour rester dans cette dynamique, le Bitcoin va devoir dépasser ce niveau que tout le monde a en tête et que vous avez évoqué en début d'émission, ce fameux niveau des 25 000 $ pour continuer sa belle progression sur ce début d'année, puis atteindre les 30 000 $ idéalement, qui sera le prochain niveau majeur si les 25 000 sont dépassés. De l'autre côté, on voit que depuis une semaine, le niveau des 23 100 $ est sauvé et défendu à chaque fois à la clôture journalière. Ça va être ce niveau qu'il va falloir surveiller. Et puis un peu plus bas, ça va être les 21 500 $ qu'il va falloir sauver à tout prix si jamais le Bitcoin y va pour rester dans cette dynamique haussière à court terme. Passer en dessous remettrait de toute façon en cause ce rebond de ce début d'année. Donc ayons en tête ces niveaux et voyons ce que nous réserve le Bitcoin sur le mois de mars. Les seuils techniques sur Bitcoin, Laurent Pignot nous accompagnait depuis Zone Bourse et puis l'Ether de son côté est en ce moment à 1660 $. On va en parler d'ailleurs, Lilian, la mise à jour d'Ethereum approche, la mise à jour Shanghai, c'est son nom. Quel impact cette mise à jour aura-t-elle ? On se demandait d'ailleurs hier quelle proportion les stackers d'Ether retireraient des fonds après cette mise à jour. On commence à avoir une réponse ? Ouais, on a publié une analyse hier sur Cryptost avec des données en fait qui ont été publiées initialement par une firme qui s'appelle Kiln, qui avait réalisé un sondage auprès de ces personnes justement qui avaient staké leur Ether sur Ethereum, sur ce qu'on appelait Ethereum 2.0 à l'époque, donc il y a plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années. Et justement, ce sondage, il nous indique que seuls 9% de ces personnes souhaitent retirer leur Ether pour éventuellement les vendre. Parce que c'est vrai qu'il faut garder en tête quand même que c'est un peu une espèce d'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des détenteurs d'Ether en ce moment, puisqu'on se dit qu'on a potentiellement 17 millions d'Ether qui vont être libérés justement avec l'arrivée de cette mise à jour Shanghai. Ça représente 25 milliards de $. Et on se disait, est-ce que ces gens vont vendre leur Ether ou pas ? Ça pourrait induire une énorme pression baissière sur le marché. Et justement, cette étude, elle nous montre que non, les gens continuent à croire en Ether. Et justement, au-delà de ces 9% qui souhaitent potentiellement les vendre, il y a 70% des personnes interrogées qui expliquent vouloir replacer ces Ethers en staking. Donc c'est plutôt positif. Et justement, pour faire écho à ce que je disais hier, sur ces 70%, il y en a 30% qui veulent le faire de manière native sur Ethereum, donc en montant un masternode. Et à peu près 35% d'entre eux expliquent vouloir le faire en déléguant leur Ether, donc par des protocoles de DeFi, et notamment ces fameux protocoles de liquidity staking dont je parlais hier. Comme ça, ceux qui nous ont écoutés dans l'émission d'hier savent maintenant ce que c'est que ces protocoles et l'impact et l'intérêt qu'ils auront dans les prochains mois pour Ethereum. Et vous pouvez vous référer au replay également de l'émission d'hier, effectivement, pour bien comprendre de quoi l'on parle. On va rester justement dans cette thématique de la mise à jour d'Ethereum avec ces questions que les particuliers se posent aussi, nous envoient à vous, nos spécialistes. Et Carl, vous avez reçu notamment cette question d'une auditrice qui s'appelle Blanche. Alors c'est sa question, qu'est-ce que la prochaine mise à jour Shanghai d'Ethereum va changer si l'on est détenteur d'Ether ?
Lilian a commencé à en parler. En septembre dernier, il y avait eu la grande mise à jour, le fameux merge, qui nous faisait passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Et pendant un moment, on a cru que cette mise à jour permettrait de justement récupérer les Ethers qui étaient stackés sur la Beacon Chain. Or, il n'en était rien. Mais cette mise à jour Shanghai-là va permettre, à partir du mois de mars, parce que manifestement c'est la date qui est indiquée, de pouvoir les récupérer. Et c'est ce que tu disais, Lilian. Depuis 2020, si j'ai stacké mes Ethers, je ne pouvais pas les récupérer. Je les avais bloqués, moyennant 4, 5, 6, 7% de rendement. Là, pour cette nouvelle mise à jour, je vais pouvoir les récupérer. Alors on pourrait se dire, tu disais 17 millions d'Ethers, si tout le monde les récupère, le marché va se casser la figure. Alors deux choses, d'abord, finalement, une ultra minorité des gens veulent la récupérer, mais surtout, il a été prévu une liste d'attente. C'est-à-dire que quand bien même tout le monde voudrait récupérer ces Ethers, on ne peut pas en solder plus de 43 000 par jour. Dans le smart contract, ça a été prévu comme ça. Grosso modo, si 100% des gens qui avaient stacké leur Ether voulaient tous sortir, ça prendrait 1 an. Donc ça va permettre, ce qui ne se posera pas, parce que manifestement ton étude prouve que la majorité, ça ne m'étonne pas, veut continuer à s'engager dans la blockchain. Mais si tout le monde voulait sortir, ce serait étalé sur 1 an. Donc pour répondre à la question de Blanche, je pense que ça sera plutôt un effet bullish pour l'Ether. Oui, parce que la preuve que la majorité, d'abord un tiers des détenteurs vont faire leur propre masternode, c'est donc la preuve qu'on a des gens qui sont quand même initiés, parce que pour faire un masternode, il faut être un peu équipé. Et l'autre 30-40% va réinvestir et continuer à stacker, donc ça veut dire soutenir la blockchain Ether. Bon, et on va rester dans cet écosystème Ethereum avec une autre question. Il s'appelle Pascal, et cette question, vous pourrez m'aider à la traduire parce que je la comprends pas. Mais c'est un univers de spécialistes et je découvre. Donc voilà, cette question de Pascal, doit-on s'inquiéter du slashing d'Ethereum? C'est quoi ça, le slashing? Le slashing. Ouais. Alors nous, dans l'argot français, on a le schlass. Le schlass, c'est le coup de couteau ou le coup de machette. Eh bien, en anglais, to slash, ça veut dire couper. Donc le slashing, c'est un procédé qui est prévu par Ethereum, qui vise à pénaliser les validateurs qui ne se comporteraient pas de manière bienveillante ou de manière probante pour les validations. Oui. Donc il y a plusieurs étapes, de la petite tape sur le doigt jusqu'au slashing. Le slashing, c'est quand par exemple vous êtes validateur. On vous coupe la tête, quoi. Alors en tout cas, on vous retire votre capacité de validation. Oui. Notamment par exemple sur le fait que vous soyez un validateur mais que vous soyez hors ligne, offline pendant trop longtemps, ou que vous ayez mis 2 transactions sur un seul emplacement. En gros, c'est s'assurer de l'engagement et du sérieux et du professionnalisme des validateurs. Moralité, il y a une étude qui a été menée depuis 2020, seuls 0,04% des validateurs dans le monde, ça représente 226 personnes, ont subi un slashing. Donc c'est sur 520 000, je crois, validateurs, c'est une ultra minorité. Eh bien cette épée de Damoclès, ou en tout cas cette rigueur de la part d'Ethereum visant à assurer une qualité dans les opérateurs de validation, eh bien est un bon élément pour répondre à la question de notre auditeur. Au contraire, le fait qu'il y ait ce slashing garantie, assure du sérieux de la part des validateurs. Bon, allez, on va continuer de répondre dans un instant aux autres questions. Il y en a beaucoup cette semaine, et continuer de parcourir aussi l'ensemble de l'actu du moment. Lilian, l'écosystème crypto reste sous tension, et la grande question que tout le monde se pose, c'est de savoir s'il y aura un prochain scandale type FTX. La grande crainte, fondée ou pas, elle concerne Binance. Voilà, Binance soupçonné, accusé même par Forbes de comportements similaires à ceux de FTX. Ouais, c'est ce que titrait Forbes là en ce début de semaine. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'entendre parler de ça en ce moment. On a encore vraiment en tête ce qui s'est passé avec FTX, et ça peut faire peur d'avoir un acteur aussi important que Binance accusé d'avoir des comportements entre guillemets similaires à ceux de FTX. Alors concrètement, en fait, ça concerne un stablecoin qui s'appelle le BUSDC. C'est pas un nouveau stablecoin, c'est toujours l'USDC, le deuxième stablecoin du marché, mais sur la Binance Smart Chain. Donc Binance a tendance à appeler ça des B-tokens, donc là en l'occurrence le BUSDC. Bien apparemment, donc c'est Forbes qui explique ça. L'année dernière, sur l'année 2022, Binance n'aurait pas honoré sa garantie envers le BUSDC et aurait déplacé des fonds qui sont censés collatéraliser ce stablecoin. Ils auraient déplacé vers d'autres portefeuilles, notamment de firmes dont on mentionne Alameda Research, qui existait encore l'année dernière, qui n'existe plus maintenant puisqu'elle a subi de plein fouet l'affaire FTX. Elle était impliquée dans cette affaire. Bref, donc il y a $1 milliard qui auraient transité des portefeuilles censés collatéraliser ce stablecoin vers d'autres portefeuilles. Donc évidemment,
ça pose problème puisque c'est censé assurer la garantie du stablecoin. Normalement, on a un BUSDC, $1 de BUSDC, on en a $1 dans les fonds de Binance. Si c'est pas le cas, évidemment, il n'a plus la même valeur. Alors Binance s'est exprimé, a expliqué que c'était tout à fait normal, que c'était des mouvements de portefeuille là qu'on pouvait tracer grâce à la blockchain, mais surtout qui n'étaient pas du tout anormaux. Et donc on y croit pas. Pour l'instant, on n'a pas plus d'explications, ça pose un peu problème. Et surtout, ça fait écho à d'autres problèmes, puisque Binance avait déjà été visé en janvier pour à peu près le même genre de comportement, avec son propre stablecoin, cette fois-ci, le BUSD. Et elle avait avoué qu'à 3 reprises durant l'année 2022, le BUSD n'était pas complètement collatéralisé. Donc ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup pour Binance, et on a du mal, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mouvements, et pourquoi est-ce que Binance n'arrive pas à nous expliquer plus concrètement ce qui se passe. Et je conclurai sur cette actualité comme Forbes a conclu en expliquant que il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de mauvaises intentions derrière ces comportements de la part de Binance, mais le fait est là, le stablecoin n'était pas tout le temps collatéralisé, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir dans l'écosystème. Oui, Karl. Ouais, enfin, le rôle d'un stablecoin, normalement, c'est pas de spéculer. Normalement, la collatéralisation idéale, c'est 1 pour 1. Donc, je mets $100 ou 100 €, j'ai l'équivalent de jetons, point barre. Malheureusement, l'appétence ou l'envie du trading pourrait amener une petite proportion, je sais pas, c'est une hypothèse, des fonds à être placés sur des protocoles DeFi pour aller chercher un peu de yield, un peu de rendement. C'est le piège. Alors, quand tout va bien et qu'on a un marché haussier, ça va. Quand on fait ça en 2022, c'est moins bon. Voilà. Mais bon, c'est très étonnant de la part de CZ parce que c'est pas, il a une telle, le patron de Binance qui a une telle volonté d'asseoir sa marque, de se bancariser même. Il veut se bancariser, donc. Bon, de là à le comparer à FTX, je sais pas, mais... Non, justement, la comparaison était un peu abusive. C'est un titre de presse, bien sûr. Bon. Cette question d'ailleurs d'un client de Binance, tiens, il s'appelle Raphaël, et il nous a écrit, je suis client de Binance, vous voyez, c'est magnifique, cette transition. Ah ouais, magnifique. Pas de panique, Raphaël. Je suis client de Binance, pas de panique, Raphaël, donc, et Binance me propose de payer en crypto directement dans les magasins via son smartphone. Il nous demande, cet auditeur, si payer en crypto via son smartphone est une bonne idée, franchement. Alors la réponse clairement est non, c'est pas une bonne idée. Je vais expliquer pourquoi. Si vous avez des cryptos, Raphaël, il vaut mieux les garder, d'accord ? Et si vous avez des cryptos, c'est que j'espère vous avez une certaine conviction sur l'évolution de cette classe d'actifs. Je ferme la parenthèse là-dessus. Vaut mieux utiliser vos modèles fiduciaires. Binance effectivement, s'est associé avec Ingenico pour permettre aux commerçants en France, qui ont un terminal Axiom, qui est le terminal technologique d'Ingenico, le terminal de paiement qu'on utilise, de pouvoir présenter aux clients un QR code, et quand vous êtes client de Binance, vous avez un wallet Binance Pay, vous scannez le QR code et vous pouvez donc payer dans 50 crypto-actifs différentes. Je traduis. L'idée, c'est toujours de participer, c'est pour ça que c'est étonnant de la part de Binance. Binance veut aussi être un acteur actif de l'adoption et de l'éducation. Donc, pour l'instant, c'est plus de l'ordre du symbole, je pense, mais c'est d'amener les commerçants à s'ouvrir à l'acceptation des cryptoactifs et aux clients à utiliser de plus en plus leur portefeuille, comme on le fait déjà avec notre téléphone quand on paye en sans contact et que c'est prélevé sur notre carte bancaire. Donc, Ingenico, Binance le font pour l'instant sur le sol français. L'idée, c'est de tester, d'ouvrir à l'Europe et petit à petit de se salvadoriser un petit peu, c'est-à-dire de faire rentrer... Vous vendez du rêve, là. Non, mais quand je dis salvadoriser, c'est-à-dire que le Salvador est équipé de terminaux de paiement partout. N'importe quel petit commerçant au Salvador accepte le paiement en Bitcoin. Maintenant, pour revenir à la question de Raphaël, je pense que si... les terminaux de paiement, on est plus équipé que les Salvadoriens depuis plus longtemps en France. Oui, mais on est sans doute les champions du monde des terminaux de paiement en France. Ingenico est leader mondial. Voilà. C'est un champion français. Champion français, et c'est important de le rappeler, leader mondial, mais on ne le faisait qu'en monnaie fiduciaire. Maintenant, on va pouvoir le faire en crypto-actif. Bon, très bien. En payant des impôts ou pas ? Parce que si je paye et que j'ai des plus-values, comment ça marche ? Vous avez raison, Guillaume, c'est important. À partir du moment où vous faites une transaction en crypto-monnaie, c'est considéré comme une cession. D'accord ? Vous vous libérez de votre crypto. Donc, si vous avez, cette crypto a fait une plus-value, elle est taxable. Vous devez la déclarer. Je rappelle, formulaire CERFA 3916. Les déclarations d'impôts arrivent malheureusement dans 2 mois. Donc, il ne faudra pas oublier de faire ces déclarations. Tant que vous restez, vos cryptos, vous les gardez. Tant que vous les échangez en stablecoin, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous faites une cession de votre actif, c'est considéré comme une plus-value, taxable à la flat tax à 30%.
Bon, l'ambiance est quand même encore au doute, au questionnement, même si les cryptos remontent bien la pente, c'est clair, hein, depuis le début de l'année. Cette question de Steven, avec tout ce qu'on entend sur la régulation en France, en Europe, y a-t-il un risque que le Bitcoin soit un jour davantage régulé en France? Et si oui, quelles conséquences pour mes investissements en Bitcoin, Karl? Le Bitcoin a cette particularité, c'est comme Internet. C'est pour ça que c'est impossible d'interdire Internet ou de réguler Internet. On a essayé, Adopi a essayé, parce qu'il n'y a personne sur qui on peut taper ou qu'on peut venir contacter directement. Tant qu'il y aura 2 ordinateurs connectés dans le monde, il y aura Bitcoin. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, Gary Gensler, pas plus tard que je crois que c'était hier ou aujourd'hui, de la SEC aux États-Unis, a considéré que le Bitcoin n'était pas un instrument financier. Et toutes les autres cryptos, oui, mais pas le Bitcoin. Pourquoi il dit ça? Peut-être que c'est parce qu'en fait, il ne sait pas sur qui il peut aller. Il est allé embêter Brian Armstrong de Coinbase, il est allé réguler par-ci, par-là. Donc il faut faire attention. C'est Steven la question, non? Oui, Steven, oui. Steven, la réglementation, c'est une chose. Encadrement, c'est une chose. Mais de là à interdire le Bitcoin, c'est impossible. C'est impossible. Souvenez-vous, en 2020, les Chinois ont interdit le minage de crypto. Il a fallu 2 mois pour que tous les serveurs partent au Texas. Donc on ne pourra jamais arrêter le Bitcoin. En revanche, on peut... Et les Chinois ont fait mine d'interdire. Mine sans jeu de mots, d'ailleurs. Ouais. Très bon jeu, double jeu de mots. On ne pourra jamais interdire le Bitcoin. En revanche, les opérateurs pourront être contrôlés, encadrés, régulés, mais le Bitcoin est par essence un électron libre. Lilian. Une perte importante quand même dans les... Alors Lilian, il vient nous casser l'ambiance à chaque fois qu'il intervient. Voilà, on est dans l'actualité et bon, aujourd'hui, elles sont pas glorieuses. Elles sont vraiment pas top. Hein. Enfin, c'est mieux qu'en 2022 quand même. Mais aujourd'hui, même si on a des bourgeons sur les cryptos depuis le 1er janvier, depuis que les cours des cryptos remontent, quelques fleurs, aussi quelques épines qui vont avec les fleurs. Ça vous plaît ça, Karl? On a cette perte importante donc dans l'écosystème dont vous vouliez nous parler. Digital Currency Group annonce quoi? 1 milliard de dollars de pertes? Ouais. C'est vrai que j'aurais pu faire l'effort d'essayer de trouver des actualités un peu plus positives. Mais bon, c'est une actualité importante quand même donc sur l'année 2022, pardon, qui n'était pas une grosse année pour tout le monde. Hein, en tant qu'investisseur, évidemment pour tous les investisseurs, c'était une année compliquée. Pour les entreprises dans le secteur des cryptos aussi, on a eu pas mal de faillites, pas mal de licenciements, etc. Et donc là, c'est Digital Currency Group qui est une énorme entreprise dans le secteur des cryptos, qui détient notamment Coindesk, qui est un média spécialisé, Grayscale, qui est une société d'investissement, et qui détient aussi Genesis, qui était aussi une société de trading. Et donc, Digital Currency Group qui a annoncé 1,1 milliard de dollars de pertes. Bon, on s'y attendait évidemment, puisqu'il y a eu pas mal de mauvaises actualités pour eux l'année dernière, notamment Genesis, la filiale qui avait été déclarée en faillite suite, vous vous en souvenez, à la fameuse affaire de la chute du stablecoin UST, qui avait entraîné par effet domino la chute de 3AC, le fonds spéculatif, qui devait 2,3 milliards de dollars à Genesis. Forcément, ça pèse énormément dans la balance de Digital Currency Group. Mais il y a autre chose aussi, ça on en parle un petit peu moins, c'est Grayscale, qui a le premier vecteur d'investissement pour les acteurs institutionnels, son fameux GBTC, Grayscale BTC, et qui... Pardon, le fameux, pour ceux qui nous regardent, c'est fameux. Non, mais dans l'écosystème, c'est connu. Le fameux, très connu, qui avait décorrélé du cours du Bitcoin, qui s'est changé, je crois, en décembre dernier, jusqu'à même 50% du prix du Bitcoin. Tous ces acteurs institutionnels qui avaient fait faillite avaient été dans l'obligation de vendre ces GBTC, donc ça avait forcément induit encore plus une pression baissière. Grayscale détient une majorité de ces GBTC aussi, donc forcément, quand ça chute, ça les impacte aussi directement. Donc ils avaient été dans une situation aussi très compliquée l'année dernière. Donc finalement, Digital Currency Group, là, s'en sort assez mal en ce moment, et on s'inquiète un petit peu parce que la santé financière de ce groupe est quand même plutôt reliée à celle des autres entreprises de l'écosystème. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. L'ambiance, les réponses aussi aux questions que vous nous envoyez et que vous posez régulièrement. Lilian Yaga, rédacteur pour Cryptost, et Karl Toussaint Duvas, fondateur de formatcrypto.fr, nous accompagner. Merci messieurs. À bientôt Guillaume, merci. Salut, bon retour, bonne fin de journée.